juste faire un petit clin d'œil aux dissidents, aux vrais dissidents de l'activisme numérique, que sont des personnalités telles que Julian Assange, dont le procès s'ouvre bientôt à Londres, Chelsea Manning, le lanceur d'alerte, qui a permis des divulgations massives de l'année 2010, qui est aujourd'hui en prison, et également Jeremy Hamon, un autre lanceur d'alerte qui a travaillé avec Wikileaks, qui a été condamné en 2011 à une peine de 10 ans de prison aux États-Unis après avoir été dénoncé par un informateur du FBI pour avoir pénétré dans les serveurs d'une société de renseignement privée américaine qui s'appelle Stratfor, très proche du département d'État et du Pentagone, et qui lui aussi a vu sa détention prolongée en raison de son refus de témoigner contre Julian Assange, au même titre que Chelsea Manning. Et enfin, pour être un peu plus franco-français, un jeune hacker aussi, Loïc Schneider, à peine 25 ans, qui est aujourd'hui dans une prison à Hambourg, pour avoir d'abord organisé des actions de protestation en ligne à travers ce qu'on appelle des attaques en déni de service, qui consistent à inonder un serveur cible de requêtes, comme si on voulait consulter le site, au point de le rendre inaccessible temporairement. En 2014, Loïc Schneider et une autre personne avaient organisé des actions de ce type sous la bannière Anonymous contre l'ANDRA, qui est l'agence de supervision des déchets nucléaires en France, et les conseils régionaux de la Meuse dans le cadre des protestations environnementales contre le nucléaire et l'enfouissement des déchets nucléaires. Il a été condamné d'abord à du sursis, puis à des peines de prison ferme en raison de sa participation à des manifestations en gros lors du sommet contre le G20 il y a un an et demi. Sur ces préliminaires, je voulais en venir en effet aux désillusions qui sont celles d'un milieu militant que je prends part depuis près de 10 ans maintenant. J'ai commencé à travailler d'abord comme juriste à la Quadrature du Net. Je suis désormais depuis longtemps membre bénévole, mais j'ai rejoint cette association en 2009. Elle a été cofondée par une bande de militants issus du logiciel libre et que j'avais rejoint avec effectivement la volonté de défendre un projet politique associé à ce réseau qui était Internet. L'idée que cette technologie offrait les capacités à chacun de partager de la connaissance à une échelle mondiale, de s'exprimer, de faire groupe, société, de débattre de projets collectifs. Cette utopie Internet, j'en suis largement revenu. Alors, on a remporté quelques victoires à travers nos mobilisations, à travers nos actions de plaidoyer au niveau des institutions françaises, au niveau des institutions européennes, en lien avec d'autres acteurs à travers l'Europe et à travers le monde. Par exemple, en 2012, on a obtenu le rejet de l'accord commercial anti-contrefaçon, l'accord ACTA, après un vote du Parlement européen. On a réussi à faire protéger en droit, dans l'Union européenne, le principe de neutralité des réseaux qui est consubstantiel la liberté de communication sur ce réseau de communication. Mais au-delà de ces quelques petites victoires, parfois aussi quelques combats judiciaires remportés contre telle ou telle loi sécuritaire, clairement c'est l'histoire d'une désillusion et d'un refermement des possibles auquel j'ai assisté depuis 10 ans malgré les efforts qu'on a pu fournir pour faire valoir les libertés. Alors il y a eu évidemment l'épisode Wikileaks en 2010 et la répression et la raison d'État qui s'est férocement abattue contre cette organisation et un homme en particulier, Julian Assange, qui voulait reprendre à son compte, certes en la radicalisant un petit peu, le droit à la protection des sources, et cette idée, ce droit des journalistes, reconnus journalistes, à faire fuiter, à divulguer des informations secrètes mais réputées d'intérêt public. Il y a eu évidemment Edward Snowden et la révélation du système de surveillance massive des communications à l'ère d'Internet sous l'égide des systèmes mis en place par les services de renseignement occidentaux, au premier rang desquels la NSA, ses homologues anglo-saxons, notamment le GCHQ britannique, mais aussi on l'a appris assez rapidement après les révélations Snowden par la France et d'autres grandes puissances du renseignement. Il y a eu également les transformations dans l'économie politique d'Internet en disant avec la consécration d'un oligopole du numérique, qu'on désigne souvent en France sous le terme de GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Mais en tout cas, cet oligopole du numérique, des entreprises aux activités distinctes, mais qui bénéficient des effets de réseau formidables permis par le numérique et qui ont installé comme ça des monopoles gigantesques et qui font qu'on assiste aujourd'hui à une alliance toujours plus poussée entre ces gestionnaires privés d'infrastructures qui concentrent l'immense partie des espaces publics numériques, nos espaces de discussion, nos espaces d'organisation, qui les régulent à travers des règles dont ils décident de manière discrétionnaire, et de plus en plus des règles dont ils décident en lien avec des appareils sécuritaires des États qui cherchent à développer des alliances avec eux. François Sureau
on parlait tout à l'heure de Google et du FBI, c'est des choses qu'on voit aussi se nouer en France, avec les partenariats noués par exemple entre le ministère de l'Intérieur français et les entreprises comme Google ou Facebook, mais aussi au niveau européen, avec les collaborations engagées par Europol et ces mêmes acteurs, qui aboutissent très concrètement à des formes extrajudiciaires de censure, d'atteinte à la liberté d'expression sur les réseaux, au nom parfois de lutter contre la propagande terroriste, au nom parfois de la lutte contre les discours de haine. On confie donc à ces entreprises, plutôt qu'à un juge judiciaire, le soin de limiter la liberté d'expression, le plus souvent d'ailleurs, nous contente d'extrajudiciariser, de privatiser la censure, on l'automatise de plus en plus en recourant, là encore, sous la pression des États, à des systèmes d'automatisation et de détection automatique des contenus litigieux qui sont ensuite automatiquement censurés, ce qui contribue à invisibiliser très concrètement la censure et à toutes sortes d'abus. Et enfin, pour terminer ce tableau, avant d'en revenir à des considérations qui j'espère permettront de tisser un peu la toile avec les autres interventions et les autres panels, aussi désormais la prolifération d'une informatique de contrôle à travers l'ensemble de la société, qu'il s'agisse de l'école avec un grand renfort de gadgets numériques mis dans les mains de jeunes enfants, avec la prolifération dans nos foyers d'assistants et d'objets connectés qui sont autant d'outils de contrôle, avec la prolifération aussi de ces technologies dans l'espace public. On parle aujourd'hui beaucoup de la reconnaissance faciale, de la détection automatique à travers les caméras de vidéosurveillance de comportements dits suspects, ou du système de police prédictive, autant de technologies qui progressent extrêmement rapidement grâce aux progrès réalisés dans les techniques d'intelligence artificielle. Du coup, l'utopie déchue, qui est donc effectivement le titre de l'ouvrage issu de ma thèse, qui cherche un peu à resituer l'ensemble de ces problématiques dans une histoire plus longue qui est celle de la régulation des moyens de communication depuis le XVe siècle. Je vais revenir un petit peu à cette dimension historique pour conclure. Cette utopie déchue, elle est double. Elle est à la fois dans cette idée que j'avais fait mienne qu'une technologie, si subversive en apparence soit-elle, peut renverser des rapports de pouvoir sédimentés depuis des siècles, c'est ce qu'on a cru avec Internet, et une idée aussi que les droits de l'homme, en juriste un peu naïf, une fois hissés au sommet de la hiérarchie des normes, pourraient suffire à prévenir des pratiques illibérales commises par nos propres régimes dont on désigne comme étant des démocraties représentatives. Alors la technologie d'abord, qui est un facteur et des facteurs conjoncturels en fait dans ces dérives illibérales dont on a beaucoup parlé ce soir. Il y a effectivement d'abord une perte de culture démocratique, on en a beaucoup parlé, c'est la thèse assez centrale dans l'ouvrage de François Sureau, cette idée je pense que c'est quelque chose qu'on observe d'ailleurs très bien aussi dans les débats sur l'informatique. La loi informatique et liberté en France qui protège le droit des données personnelles s'appelle informatique et liberté, elle est adoptée quelques mois après les lois dont on a parlé tout à l'heure, sécurité et liberté, elle a un intitulé assez similaire. Là, l'enjeu c'était de protéger les libertés face à l'informatique qui faisait déjà très peur à l'époque. Autant de combats et de débats dont on a un peu perdu la mémoire. Et à l'époque, on croyait pouvoir, par des procédures, canaliser, juguler les effets négatifs de l'informatique. En l'occurrence, c'était le droit des données personnelles, la création d'autorités administratives indépendantes comme la CNIL. Je crois que la CNIL n'a pas vraiment réussi, c'est peu de choses de le dire, à empêcher l'avènement d'une société de surveillance. Et en fait, peut-être qu'il faut se rappeler que la démocratie, c'est pas juste une affaire de procédure, c'est pas juste la séparation des pouvoirs. Castoriadis, le philosophe grec et longtemps résident français d'adoption, disait que la démocratie, ce n'est pas que des procédures, c'est aussi des valeurs substantives. Et on a un peu tendance à l'oublier. Et on croit se rassurer en mettant en place plein de procédures comme ça qui visent à canaliser tout un tas de pouvoirs. C'était le cas du droit des données personnelles, et je ne dis pas qu'il est complètement inefficace et inutile, mais son efficacité est limitée. L'autre aspect, c'est évidemment lié à la mondialisation et l'accélération des flux transfrontières, avec une panique qui a saisi les États face à Internet, qui est un espace qui semblait difficile à réguler, et qui a dû du coup justifier une forme d'hypertrophie des pouvoirs des États. Et pour en venir, du coup, et pour conclure, je crois que, en fait, ce rapport à la technologie est problématique parce qu'il s'inscrit en fait dans des formes politiques qui est en fait des tensions qui travaillent nos régimes politiques depuis leur fondation, depuis la genèse de l'État moderne au XVIe siècle, qui est une tension entre la raison d'État et la raison démocratique, entre l'autonomie qui est consubstantielle de la démocratie et la prétention à la maîtrise rationnelle qui est un biais civilisationnel assez fort et qu'on est en passe de payer très cher,
à l'aune de l'effondrement écologique. Une poussée de maîtrise rationnelle qui a conduit du coup la raison d'État, qui était cette prétention à gouverner de manière la plus rationnelle possible une masse d'hommes réunis sur un territoire. La raison d'État s'est appropriée l'informatique, la technologie, et aujourd'hui l'informatique prolifère et nuit aux libertés on a l'actualisation technologique quelque part d'une forme de rationalité qui est mortifère, qui est contraire aux libertés. Et je crois, j'en suis venu du coup à croire aujourd'hui, à la conviction, que lutter pour les libertés, c'est lutter contre la prolifération d'une informatique de contrôle, c'est œuvrer à moins de technologie, à un rapport beaucoup plus circonstancié, c'est œuvrer aussi à se défaire, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais je pense que dans ce rapport, cette connexion entre l'État et les technologies, il y a aussi la forme bureaucratique en tant que telle, qui, dans des sociétés de masse telles que la nôtre, que du coup, regagner en liberté, regagner en autonomie, c'est aussi se donner les moyens de reconstruire une autonomie matérielle, dans l'accès à tout un tas de biens, de moyens de production au niveau local, de moyens de subsistance très concrets. Et ça passe aussi par la reprise en main, bien évidemment, de nos espaces publics médiatiques. Merci.